bonjour. Bonjour. On va d'abord commencer par Israël qui a annoncé cette nuit le lancement de frappes de précision sur des cibles militaires en Iran. L'escalade se poursuit. Oui, nous alertons depuis longtemps sur ce risque de voir la guerre se généraliser à la région. Il faut arrêter le criminel Netanyahou qui commet déjà un génocide à Gaza. Il faut le contraindre à cesser, au fond, d'être dans cette logique de la guerre à outrance. Son but de guerre, c'est la guerre. Ce n'est pas de l'autodéfense, là, par rapport à l'Iran ? Je crois qu'il faut le cessez-le-feu. C'est l'urgence. Et pour l'obtenir, il faut l'embargo sur les armes sur Israël. Il faut la rupture, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce qu'il faut contraindre M. Netanyahou. Il n'entend pas les appels de la communauté internationale à la désescalade. Il faut maintenant passer aux actes. Alors, on va parler budget. Est-ce que vous pensez que le spectacle offert par l'Assemblée nationale en ce moment, est à la hauteur du moment? En tout cas, les députés du NFP font leur travail pour dégager des recettes au budget de l'État pour financer nos services publics, pour financer la transition écologique. Mais c'est vrai qu'on assiste à un spectacle qui est absolument sidérant dans cette Assemblée nationale. On voit le socle commun, cette alliance la entre majorité macronistes autour de et la droite. Michel Barnier. Elle est en voie d'explosion, de dislocation. Les députés macronistes ne viennent même plus siéger à l'Assemblée nationale et ils sont sauvés par les lepénistes qui accourent très régulièrement dans l'hémicycle pour voter, au fond, une à une, les mesures du gouvernement Barnier. Alors, vous avez raison, le projet de loi de finances, il a été largement alourdi ou amputé de pans entiers, parfois même à l'initiative de la propre majorité de Michel Barnier. Et même l'article, vous savez, ce fameux article sur la surtaxe temporaire des grandes entreprises prévu pour 2 ans, qui devait rapporter 8 milliards en 2025, 4 milliards en 2026, a été supprimé. Mais ça, c'est parce que vous avez déposé un amendement qui levait les taux. Là encore, vous-même, pourquoi avoir décidé d'alourdir ces taux alors que finalement, au départ, cette surtaxe pouvait convenir ? Parce que nous avons besoin de recettes et je veux être précis. Nous avons proposé d'augmenter les taux sur les très grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard, 3 milliards d'euros par an. Il ne s'agit absolument pas de taxer davantage les TPE et les PME. C'est une taxe exceptionnelle sur 2 années seulement, dans un moment où ces mêmes entreprises ont réalisé des bénéfices absolument records. Nous avons besoin de cet argent parce que nous avons besoin d'investir dans nos services publics. Nous avons besoin de répondre aux besoins, plus d'écoles, plus d'hôpital des Français. Et là, malheureusement, ça a rapporté 13 milliards supplémentaires. Oui, ça a rapporté 13 milliards. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas voulu s'associer à ce vote et que la majorité a voté contre. C'est surtout les lepénistes qui sont intervenus pour donner à M. Barnier, à son gouvernement, une majorité. Et je veux dire à vos téléspectateurs que les députés de Mme Le Pen agissent de façon systématique en soutien de la politique de M. Macron. Par exemple, ils ont empêché hier le rétablissement de l'ISF. Par exemple, ils ont empêché l'augmentation de la flat tax alors que c'était dans leur propre programme. Ça s'est fait aussi avec les socialistes. Et d'ailleurs, vous les avez dénoncés, vos camarades socialistes, en disant qu'ils n'étaient pas présents et que ça avait empêché le rétablissement de l'ISF. C'est d'abord le choix des députés du Rassemblement national. Mais c'est vrai que quand on est député, on est là pour siéger, on le doit à ses électeurs. Moi, j'appelle tous mes collègues du nouveau Front populaire à être à la hauteur, au fond, du mandat qui leur a été confié. Nous avons gagné l'élection législative. Et donc, nous avons les moyens d'agir. Vous pensez encore avoir gagné ? Je suis même convaincu de cela. Ça se voit dans les votes et dans les victoires que nous avons emportées ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Pas plus tard qu'hier, par exemple, nous avons voté le principe, c'est la taxe Zuxman, c'est un impôt sur les milliardaires qui va rapporter 13 milliards d'euros en touchant les 10 personnes les plus riches qui ont le plus gros patrimoine dans notre pays. Au-dessus d'1 milliard, c'est ça ? Exactement, et vous savez que les principales fortunes françaises, les 500 plus gros patrimoines français ont vu leur patrimoine multiplié par 2 depuis 2017. Il est passé de 600 à 1200 milliards d'euros, et donc nous proposons de leur prendre 13 milliards pour rétablir les comptes publics. Alors, l'Assemblée a aussi retoqué l'article autorisant le gouvernement à taxer l'électricité à un niveau supérieur à la période d'avant-crise inflationniste. Mais est-ce que vous pensez que les Français y comprennent encore quelque chose à ce budget ? C'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas, nous pouvons leur dire avec clarté que les députés du nouveau Front populaire ont empêché l'augmentation des taxes sur l'électricité, et donc ils sont intervenus pour faire baisser leurs factures demain. Pour aller à l'essentiel, nous agissons pour transformer ce budget d'austérité, le pire budget d'austérité de la Ve République, en un budget de justice sociale. Jusqu'ici, M. Barnier veut faire peser l'essentiel de l'effort, 40 milliards, sur les classes populaires et sur les classes moyennes, en épargnant les plus riches, qu'il met à contribution seulement à hauteur de 2 milliards. Ça n'est pas vrai. Et nous agissons dans un sens tout à fait contraire. Alors,
Encore une nuit de débat, vous pensez parvenir au bout du texte? Normalement, aujourd'hui, vous travaillez encore à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que vous irez au bout? Ou est-ce que vous pensez que, de toute façon, c'est inéluctable, le 49.3 sera dégainé à un moment ou à un autre? On travaillait très tard cette nuit, mais nous ne serons pas au bout. Et donc, à la fin, il y aura un 49.3. Ce sera le moment de vérité. Nous verrons qui est dans le soutien au gouvernement et qui est véritablement dans l'opposition. Pour nous, les choses sont claires. Nous déposerons une motion de censure et nous espérons faire tomber ce gouvernement le plus minoritaire, le plus illégitime de l'histoire de la Ve République. Alors, la semaine prochaine, l'agenda est bousculé. La semaine prochaine, il y aura ce qu'on appelle une niche qui sera portée par le Rassemblement national avec cette fameuse abrogation de la réforme des retraites. Vous seriez prêt à la voter, cette abrogation de la réforme des retraites, si elle était portée par le Rassemblement national? D'abord, il faut dire que le Rassemblement national, en la matière, c'est un parti d'escrocs. C'est comme au loto avec le Rassemblement national, on ne sait jamais quelle est leur position. Ils veulent abroger la réforme des retraites. Jordan Bardella défendait encore la retraite à 66 ans il y a quelques mois. Alors, concernant leur niche, en toute hypothèse, aujourd'hui, il apparaît très improbable que la niche du Rassemblement national inscrive à son ordre du jour un texte d'abrogation de la réforme des retraites. On a eu une séance en commission où ils se sont comportés en incapables et leur texte a été complètement vidé de son sens. Le vrai rendez-vous, c'est le 28 novembre prochain, la niche parlementaire de la France insoumise qui inscrira donc un texte d'abrogation de la réforme Macron de la retraite à 64 ans à son ordre du jour. Et vous savez que une fois qu'il sera voté, je l'espère, à l'Assemblée, il ira au Sénat dans une autre niche et reviendra à l'Assemblée pour aller au bout du parcours législatif permettant l'abrogation de cette réforme rejetée par les Français. Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il voterait tout texte portant l'abrogation de la réforme des retraites. Vous seriez prêt à associer vos voix à celles du Rassemblement national s'ils viennent en secours? Moi, je ne peux rien faire. Je ne contrôle pas les députés du Rassemblement national et je ne cherche pas à le faire. Nous verrons si ce jour-là, ils assument, ils traduisent leurs paroles en actes. Je reste prudent parce que jusqu'ici, le Rassemblement national n'a pas voté la censure de M. Barnier. Madame Le Pen a empêché que la procédure de destitution à l'encontre de M. Macron que nous avions engagée aille à son terme. Jusqu'ici, donc, le Rassemblement national se comporte comme une béquille, comme un allié du gouvernement Barnier. Nous verrons si il vote l'abrogation de la réforme des retraites le 28 novembre prochain. Alors, il y a un de vos collègues qui est dans la tourmente, c'est Andy Kerbrat, le député de Loire-Atlantique. Est-ce que vous le soutenez toujours, lui qui a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants? Écoutez, je ne peux pas soutenir le fait d'acheter de la drogue, mais je le soutiens parce qu'il entre dans un parcours de soins. Et je sais que la problématique des addictions, au-delà de mon collègue Andy Kerbrat, elle touche des millions de personnes dans notre pays et elle pose des questions en termes de santé publique, en termes de lutte contre le narcotrafic aussi. Mais ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de cette addiction, de ces addictions, ils doivent être accompagnés. Et je crains que, en réduisant le budget de la sécurité sociale de 15 milliards d'euros, comme le prévoit le gouvernement Barnier, eh bien, on laisse ces malades-là aussi dans une situation plus difficile demain que celle dans laquelle ils se trouvent déjà aujourd'hui. Bruno Retailleau a condamné le député et lui a demandé d'en tirer les conséquences, à savoir de démissionner. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il doit démissionner? Non, je ne le crois pas. Je crois que les personnes malades, on ne les pointe pas du doigt, on ne cherche pas à les exclure, à les mettre au banc de la société. On les accompagne, on les soutient lorsqu'elles s'engagent dans un parcours de soins et on souhaite leur guérison la plus rapide possible. Alors cette semaine, il y a une de vos collègues qui disait « Nous, les Insoumis, nous nous faisons une très haute idée de ce qu'est l'Assemblée ». Quand vous voyez cette histoire avec votre collègue Andy Kerbrat, une autre histoire aussi est en train de polluer les Insoumis. C'est un collaborateur parlementaire d'une députée qui a appelé à l'intifada dans les rues de Paris. C'est-à-dire l'intifada en arabe, ça signifie le soulèvement. Et il a été interdit d'Assemblée nationale. Est-ce que ça donne une bonne image? Il a été interdit par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et on la connaît, c'est la spécialiste du deux poids, deux mesures. Parce que je voudrais dire qu'il y a des collaborateurs de députés du Rassemblement national qui se saisissent de symboles nazis, qui ont appartenu à des groupuscules néofascistes violents qui ont été dissous par le ministère de l'Intérieur et qui parcourent l'Assemblée nationale. Mais l'intifada dans les rues de Paris. Ça n'est pas une expression que moi j'utilise, mais je veux condamner les pleins pouvoirs que Mme Yael Braun-Pivet s'arroge systématiquement. C'est qu'il y a un bureau à l'Assemblée nationale, qu'il peut y avoir des décisions qui sont collectives et que l'autoritarisme de Yael Braun-Pivet a trop duré. C'est véritablement la pire présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de la Ve République. Et j'aspire à ce qu'elle se comporte différemment et en tout cas qu'elle cesse ce deux poids, deux mesures permanent qui ne vise que les insoumis. Merci beaucoup Paul Vannier, bonne journée et donc bon débat à l'Assemblée nationale encore une fois pour cette journée.